Bonjour tout le monde, je vais bientôt commencer la présentation, mais juste un petit mot avant de commencer, juste pour rappeler que la présentation, le webinaire est enregistré. Euh, c'est juste un petit mot de rappel. Euh, donc merci de m'avoir joint pour ce webinaire. Je vais donner une petite introduction sur la recharge bidirectionnelle. Je m'appelle Quentin Declercq et je travaille à Tinky. Et j'ai un doctorat en la technologie des véhicules électriques, surtout axé plutôt sur l'adoption des véhicules électriques en général et les barrières qui existent à cette adoption. Et aujourd'hui, je vais parler plus spécifiquement sur la recharge bidirectionnelle. Voilà. Donc, les différents thèmes que je vais aborder aujourd'hui, c'est le contexte, pourquoi est-ce qu'on a besoin de recherche bidirectionnelle et comment est-ce que ça peut aider. Ensuite, qu'est-ce que c'est aussi la recherche bidirectionnelle. Ensuite, je vais discuter aussi un peu de quels acteurs participent dans la recherche bidirectionnelle, quelles sont des opportunités bénéfices d'utiliser cette technologie, quelles sont les barrières à l'adoption de la technologie, quelles politiques sont nécessaires pour aider la technologie à se développer, et puis je vais conclure avec quelques exemples de projets pilotes. Donc le contexte, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce graphique, mais en soi, c'est important de voir qu'il y a une certaine euh, inadéquation entre la production et la consommation d'énergie, surtout la production d'énergie renouvelable. Et c'est vraiment la raison pourquoi nous avons besoin de recharge bidirectionnelle et de stockage. Donc on voit bien que la génération de renouvelables, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est surtout la génération solaire qui est durant la journée, avec un pic vers le midi. Mais la consommation d'énergie et la demande d'énergie est surtout dirigée par les ménages qui se lèvent le matin pour aller au travail et rentrent le soir de leur travail et ont leurs activités ménagères à la maison à ces moments-là et qui provoquent des pics d'énergie. Donc il y a quand même une certaine inadéquation entre les deux. euh, et donc il nous faut une manière de stocker cette énergie. Donc des batteries, c'est une bonne manière de le faire et d'utiliser ensuite à un autre moment l'énergie qu'on a captée, qu'on a stockée euh, en provenance des renouvelables. Et ça peut aider à augmenter notre consommation d'énergie renouvelable, de la pénétration de cette énergie dans notre mix énergétique. Et donc la recharge bidirectionnelle peut vraiment aider dans ce sens-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'est la recharge bidirectionnelle? En dans le graphique du haut, on voit euh, juste un diagramme qui montre un peu qu'est-ce qui se passe d'une recharge unidirectionnelle. Comme le mot l'indique, ça veut dire d'une direction du réseau électrique vers la maison, vers le chargeur, vers la voiture. Maintenant, on peut aussi faire ça de manière intelligente. Donc, normalement, on parle de recharge normale, mais on peut aussi parler de recharge intelligente, ce qui fait que ce processus-ci va juste être adapté avec des algorithmes pour le faire de manière retardée, par exemple, s'il y a un pic d'énergie ou de manière à utiliser les énergies renouvelables de manière optimale. Maintenant, la recharge bidirectionnelle, ce qui est montré ci-dessous sur la dia, est un peu différent dans le sens que c'est une étape qui va un peu plus loin. Elle va aussi euh, laisser l'opportunité de pouvoir remettre de l'énergie sur le réseau électrique. Donc, la voiture pourra euh, se décharger et donner de l'énergie vers le chargeur, vers la maison et ensuite vers le réseau en fonction du besoin. Maintenant, dans ce diapositive, j'ai
rajouter une maison, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Parfois, ça va directement vers le réseau électrique et on n'a pas cette étape avec la maison. Maintenant, la recharge bidirectionnelle, il y a plusieurs applications. En général, on appelle ça V2X, qui veut dire en fait Vehicle to Everything, qu'on peut traduire vers véhicule vers tout. Hein. Et les principales applications sont sur ce slide-ci. On voit le V2G, véhicule vers le réseau, où le but est vraiment d'aider le réseau à être stable, à augmenter la pénétration de renouvelables, éviter des pics, etc. Et là, il y a une opportunité de gagner de l'argent pour le particulier qui participe au Vehicle to Grid. Une autre application est Vehicle to Home, V2H, ou véhicule maison en français, où le but est d'alimenter la maison en cas de besoin et d'aussi réduire sa propre facture électrique. Et une dernière application qui peut être fort utile est V2L, Vehicle to Load, ou en français Vehicle to Charge. De recharger directement des appareils électroniques en utilisant la voiture comme une batterie mobile. Il y a vraiment plein d'applications possibles et les autres applications du V2H sont souvent des déviations de cette application-là. Donc, par exemple, de recharger une autre voiture avec sa propre voiture, ce qui est dans ce cas V2V, Vehicle to Vehicle. Maintenant, pour pouvoir avoir Vehicle to Grid dans la recharge bidirectionnelle, il faut avoir un certain matériel installé ou bien dans la voiture ou bien dans la borne de recharge. En général, les bornes de recharge qu'on voit dans la rue, sauf celles qui font la recharge rapide, sont en courant alternatif. Et du coup, on a besoin d'un adaptateur embarqué dans la voiture. Ce qui est un ondulateur qui va transformer le courant alternatif en courant continu et le stocker dans la batterie. Pour l'autre cas, c'est où le courant continu est directement stocké dans la batterie sans ondulateur embarqué. Par contre, la borne de recharge, elle, embarque l'ondulateur parce que le réseau électrique qu'on a en général en courant alternatif. Donc, il transforme le courant alternatif réseau électrique de réseau de distribution en courant continu et du coup stocke cette énergie dans la batterie. Pourquoi je montre cette image? C'est parce qu'en fait, la recharge bidirectionnelle est souvent fait par courant continu. Et c'est possible avec courant alternatif, mais c'est souvent moins appliqué. Du coup, il nous faut vraiment ces matériels dans les bornes, mais il faut aussi que la voiture puisse charger en courant continu, ce qui n'est maintenant plus le cas, mais n'a pas toujours été le cas. Ce qui est aussi nécessaire, c'est avoir un logiciel. Un logiciel dans la voiture qui permet ceci, mais aussi un logiciel d'optimisation qui est alors employé par certains acteurs pour optimiser l'utilisation du véhicule, donc la charge, pour retarder la charge, pour augmenter le niveau de charge, diminuer le niveau de charge, ou même décharger si nécessaire. Et aussi, c'est un algorithme d'optimalisation, donc souvent, il va aussi regarder en fonction des pics réseau, ce qui est nécessaire, aussi en fonction de la production des renouvelables, pour pouvoir optimiser à quel moment la batterie doit être chargée ou déchargée. Bien entendu, l'utilisateur peut aussi mettre des limites, des contraintes additionnelles, donc ce logiciel doit être capable de faire tout ceci. Aussi, un truc important à mentionner est que le logiciel, il y a plusieurs logiciels. Du coup,
il y a aussi des protocoles de communication qui sont nécessaires entre ces logiciels et équipements qui sont employés. Il y a des communications qui sont nécessaires pour le contrôle de la borne de recharge, mais aussi pour la communication entre la borne de recharge et la voiture, et les communications entre les différents acteurs qui participent à la recharge bidirectionnelle. Ok, donc maintenant on va aller plus en détail sur les acteurs. Donc ceux-ci sont les acteurs principaux qui participent au système Vehicle to Grid, donc à la recharge bidirectionnelle. Et donc nous avons les gestionnaires de réseau, et réseaux de transport et réseaux de distribution. Nous avons un agrégateur. Nous avons le constructeur automobile, mais aussi le constructeur ou opérateur de bornes de recharge et le propriétaire du véhicule électrique. Maintenant, je vais aller plus en détail pour le rôle de chacun. Il est aussi important de mentionner, ceux-ci sont les acteurs principaux. Il peut y avoir aussi d'autres acteurs, par exemple, les autorités locales peuvent aussi jouer un rôle. Ou bien entendu, les autorités, les gouvernements qui font les lois, et qui aident les qui font les politiques d'énergie, par exemple. Maintenant, les gestionnaires de réseau, en fait, sont les acteurs qui éprouvent un besoin. Et ce besoin, pour le gestionnaire de réseau de transport, est en général parce qu'il a besoin de stabilité dans son réseau électrique et il veut le garantir, cette stabilité. À certains moments, le réseau n'est pas stable et il a besoin d'aide. Et du coup, il communique ce besoin et les rémunérations liées à ce besoin à l'agrégateur. Pour le gestionnaire du réseau de distribution, lui, il veut surtout éviter les pics de consommation qui occurrent dans son réseau de distribution et il communique aussi les contraintes du réseau lorsque, par exemple, le gestionnaire du réseau de transport a besoin d'adapter la fréquence de son réseau. Donc ça, c'est les principaux rôles de ces deux acteurs. Et maintenant, l'acteur qui est principal, c'est surtout l'agrégateur. C'est lui qui va vraiment créer la communication entre la plupart des acteurs de la recharge bidirectionnelle. Et lui, son rôle, c'est surtout d'avoir un portfolio de véhicules qui lui donne accès à cette large capacité de flexibilité. Il peut donc mettre à disposition cette capacité aux gestionnaires de réseau et de distribution et de transport. Donc, il reçoit aussi de ces gestionnaires de réseau de transport des signaux et du coup, lui, il leur envoie les offres de services, combien ça va leur coûter pour cette aide. Ensuite, il envoie aussi des réseaux des signaux au système des opérateurs de points de recharge pour ajuster la puissance de sortie, pour adapter la consommation à un certain moment donné des véhicules électriques pour être en adéquation avec les demandes des gestionnaires de réseau et de transport. Ensuite, il est en contact avec les propriétaires de véhicules parce qu'ils ont un contrat de flexibilité l'un avec l'autre, avec des contraintes pour chacun, mais aussi avec des revenus qui sont liés au service que le propriétaire de véhicule va rendre à l'agrégateur. Ensuite, donc, le propriétaire de véhicule électrique, lui, bon, il achète son véhicule chez le constructeur automobile, un véhicule qui, pour pouvoir faire de la recharge bidirectionnelle, qui doit être compatible avec la recharge bidirectionnelle et où aussi il y a une garantie qui est donnée du constructeur automobile envers le propriétaire de véhicule pour l'utilisation de sa batterie. Du coup, il fournit aussi son véhicule comme ressource énergétique à l'agrégateur avec lequel il a un contrat et il utilise des bornes équipées d'un système de recharge bidirectionnelle, ou bien chez soi avec sa propre borne, ou bien public
sur la voie publique d'un réseau, d'un opérateur de points de recharge. Et pour finir, le constructeur automobile, lui, il prépare des véhicules avec le matériel nécessaire et le logiciel nécessaire pour faire la recharge bidirectionnelle, et il vend le véhicule qu'il produit au propriétaire avec les garanties adaptées. Et les opérateurs de points de recharge, eux, ils vont connecter donc le véhicule au réseau et surtout faire en sorte que la recharge bidirectionnelle est supportée par les bornes, et il offre aussi l'accès à cette infrastructure à l'agrégateur en lui permettant de changer les paramètres de charge des véhicules avec lesquels il a un contrat. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il donne ensuite les données de mesure de l'énergie qui a été consommée par le propriétaire, puisque c'est aussi la base de la rémunération de tous les acteurs qui participent, donc surtout de l'agrégateur, du propriétaire de véhicules et de l'opérateur. Ils ont tous une part de revenus dans la quantité d'énergie qui a été consommée ou rendue au réseau par le propriétaire de véhicules sous la direction de l'agrégateur. Et donc ça, c'est surtout comment le système fonctionne de manière générale. Hein. Bien entendu, il y a des différentes spécificités en fonction du business model, mais c'est comme ça que ça fonctionne en général. Et maintenant, quelles sont les opportunités et bénéfices? Donc, pour un principal bénéfice, c'est surtout d'aider le réseau électrique à être stable. Hein. Donc, en gros, c'est un équilibre entre l'offre et la demande euh, électrique à tout moment qui doit être fait. Hein. S'il y a un surplus d'énergie, hein, la fréquence du réseau sera plus haute, et du coup, il faudra absorber ce surplus d'énergie, et l'agrégateur peut donner alors comme commande de charger les véhicules qui sont dans son portfolio. Maintenant, si la fréquence est trop basse, c'est souvent qu'il y a une sous-offre, euh, que la demande n'est pas haute comparée à ce qui est produit. Euh, non, que la production n'est pas assez haute que la demande, ce qui du coup demande aux véhicules électriques d'injecter, donc de décharger son énergie vers le réseau pour aider le réseau électrique. Et ça, c'est le principal bénéfice de garder cette stabilité du réseau pour éviter aussi que le réseau soit perturbé et qu'il y ait des blackouts, par exemple. Maintenant, ça c'est un des bénéfices, mais un autre bénéfice qui est aussi important, c'est d'optimaliser les énergies renouvelables et aussi le réseau qui existe. Hein. Donc, ça c'est une version adaptée de la figure que j'ai montrée là tout à l'heure, où maintenant il y a aussi cette ligne bleue qui est en fait un équilibre et qu'on essaye de trouver entre la demande, hein, et les pics d'énergie et la génération euh, des énergies renouvelables. On essaye d'en soi capter le plus d'énergie renouvelable et d'augmenter du coup la demande à ces heures-là en chargeant les véhicules électriques qui font part du système de recharge bidirectionnelle, et d'ensuite euh, éviter de recharger ces véhicules, par exemple dans des pics le matin ou le soir. Euh, Ça permet plusieurs choses, hein, d'avoir plus d'énergie renouvelable dans le mix en général, d'éviter d'utiliser à des heures de pointe où les énergies renouvelables sont ben, pas très présentes, d'utiliser des générateurs thermiques. Et aussi, du coup, ça fait en sorte que on consomme de manière ouais, plus renouvelable.
Maintenant, il y a aussi un autre bénéfice, c'est que ça optimalise aussi le réseau d'un certain sens, parce que en absorbant les pics, on évite aussi de faire des renforcements de réseau, ce qui aussi fait en sorte que les coûts sont moindres pour les gestionnaires de réseau et aussi pour la société en général. Maintenant, ça, c'était plutôt des bénéfices sociétaires. Maintenant, il y a aussi des bénéfices pour les propriétaires. C'est l'opportunité d'utiliser son véhicule pour générer quand même des revenus, hein, et pour diminuer leur coût de recharge. Euh, je pense que c'est plus ou moins 95 du temps que la voiture, elle n'est pas utilisée en général, hein, et qui sont juste immobiles. Et à ces moments-là, la voiture ne fait rien. Elle, re- elle recharge si elle est électrique, mais sinon, si elle est thermique, elle ne fait rien, elle est juste là. Donc, c'est aussi une manière d'utiliser sa voiture de manière plus active et de le faire générer des revenus. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important dans toute l'histoire de la recharge bidirectionnelle, parce que sans ce bénéfice, il n'y a vraiment pas beaucoup d'intérêt pour les propriétaires de participer à la recharge bidirectionnelle. Hein, c'est quelque chose de vraiment important pour convaincre les personnes de participer dans la recharge bidirectionnelle, surtout pour aider le réseau électrique. Maintenant, il y a par exemple certains scénarios où, oui, ça peut aider, par exemple, pour la résilience du réseau, hein, et plutôt dans le contexte du véhicule to home, où oui, ça peut être un avantage d'avoir un véhicule électrique qui fait la recharge bidirectionnelle en cas, par exemple, de problème euh, de la centrale électrique, puis il n'y a pas d'électricité dans tout le quartier, sauf dans votre maison, dans la maison du propriétaire, parce qu'il a cette capacité. Mais c'est plutôt un cas qui, euh, qui n'occure pas tellement, hein. C'est plutôt un certain confort, on peut dire, hein, pour être là en cas d'alimentation de secours. Mais la principale raison sera surtout de pouvoir générer des revenus et d'être intéressant de aussi diminuer les coûts du véhicule. Maintenant, la recherche bidirectionnelle peut aussi être intéressante pour d'autres cas de figure, hein. Par exemple, pour les opérations de flotte où la demande et l'utilisation de la flotte est vraiment très prédictive. C'est en fonction d'horaires. Donc, ils savent très bien quel trajet ils font, quand sont les temps d'arrêt, quelle est la rotation des véhicules dans la flotte. Et ça, c'est vraiment un business case qui est très facile à améliorer en y ajoutant la recherche bidirectionnelle. Ben, ça réduit le coût total de la flotte et du coup, ben, ouais, c'est vraiment bénéfique pour ce type d'opération. Bon, là, j'ai montré certains avantages. Maintenant, il y a aussi des barrières à l'adoption de la technologie. Et pour le participant, la plus grande barrière, c'est l'anxiété liée à l'utilisation de la batterie par un tiers, hein. Vu que cette batterie, ils ne savent pas vraiment comment elle est utilisée et quelles sont les répercussions, donc, il est vraiment important de surmonter cette barrière-ci pour que les personnes, les propriétaires de véhicules ont confiance dans la recharge bidirectionnelle et, et, et du coup l'utilisent à long terme. Hein. Donc, les questions à résoudre sont surtout quels sont l'impact sur l'autonomie du véhicule. Est-ce qu'ils auront assez d'autonomie s'ils en ont besoin à un moment inopiné? Euh, Aussi la confidentialité. Un tiers a accès à la batterie, mais à quelle autre information est-ce qu'ils ont accès? Est-ce qu'ils ont aussi accès à l'utilisation du véhicule? Euh, Ça, c'est une question aussi qui est d'ordre de confidentialité de la vie privée, qui est aussi important à bien décrire dans ces contrats de flexibilité offerts par l'agrégateur.
Aussi important à noter que l'autonomie du véhicule, en général, dans les logiciels, il est possible de dire quel pourcentage d'autonomie on veut avoir, d'auto- d'autonomie minimale qu'on veut avoir. Et non, normalement, c'est garanti. Mais bon, c'est quelque chose à dire au préalable et à se mettre d'accord au préalable avec l'agrégateur. Maintenant, quel est l'effet sur la dégradation de la batterie? Hein, de toujours charger, décharger la batterie. Les articles scientifiques n'ont pas de consensus là-dessus. Certains disent qu'il n'y a pas de dégradation ou la dégradation est très minime, en tant que d'autres disent que ça dégrade quand même la batterie de manière assez importante. Donc, qu'est-ce- un autre paramètre important à prendre en compte est du coup la garantie de la batterie. Et tous ces, pardon, et toutes ces informations, ces impacts ont un effet sur l'anxiété. Donc, au plus on sait les réduire, au plus on va être apte à avoir des participants dans la recherche bidirectionnelle et du coup dans le support du réseau électrique. Un autre problème, et là c'est plutôt pour les opérateurs de bornes de recharge, c'est que le coût est vraiment supérieur d'avoir une borne de recharge véhicule to grid, hein, de recharge bidirectionnelle qu'une borne de recharge dite normale. C'est un surcoût de 5 à 10 parce que l'équipement coûte plus cher. On a besoin d'un ondulateur en plus, on a besoin d'autres composants électriques en plus. Mais on a aussi, vu qu'on a tous ces composants électriques, en plus la complexité d'installation est aussi plus grande, ce qui ne fait pas allez, ce qui augmente, qui double en fait aussi un peu le prix euh, de l'infrastructure, hein. On n'a pas que des surcoûts matériels, on a aussi des surcoûts d'installation et sont des effets qui s'influencent l'un et l'autre. Donc il est aussi important dans le futur de diminuer ce coût d'installation. Euh, une autre barrière, c'est surtout la standardisation de la technologie et l'accès au marché. Donc, pour la standardisation de la technologie, comme j'ai dit, il y a beaucoup de communication qui est nécessaire entre la voiture, les bornes, le contrôle de la borne, entre les acteurs. Et tout ça, il y a des protocoles et des standards qui ont été euh, définis. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs et qui sont en concurrence l'un avec l'autre et qu'au final, si on veut vraiment que l'adoption du système soit ben, facilitée, ben, il faudra en définir qu'un seul, hein, pour qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre une borne et une voiture ou entre la communication des différents acteurs. Et aussi, hein, pour les acteurs, la coordination des acteurs est aussi compliquée, surtout, par exemple, d'ordre technologique avec les standards, mais aussi de processus administratifs euh, qui doivent être mis en place et qui, par moment, pour le moment, sont encore fragmentés, où toutes les informations ne sont pas centralisées, où l'installation d'une borne n'est pas si facile, aller d'une borne bidirectionnelle n'est pas si facile avec des accords qui doivent avoir par-ci, par-là, au lieu d'avoir un endroit centralisé où, euh, où tout peut être arrangé. Et une barrière significative est surtout l'accès au marché pour les agrégateurs, parce que l'accès au marché énergétique est vraiment quelque chose de compliqué. Il faut une certaine capacité, il faut allez, faut certains critères. Et pour des acteurs qui veulent entrer dans le marché, c'est quelque chose de très difficile à obtenir. Par exemple, pour la capacité, il faut déjà un grand nombre de véhicules qui participent pour pouvoir seulement entrer dans le marché. Non, il faut déjà avoir les, les, les ressources avant de pouvoir participer vraiment dans le marché, ce qui n'est pas quelque chose d'évident. Et une dernière barrière vraiment importante, c'est
l'adaptation du système fiscal qui est nécessaire, parce que la recharge bidirectionnelle est surtout considérée comme un simple flux d'énergie, hein. Donc le consommateur paye des taxes pour la charge et la décharge, hein. Donc il est en fait doublement taxé pour en fait un service qu'il rend au réseau électrique. Donc il serait plus logique de considérer la voiture capable de recharge bidirectionnelle euh, comme un service de flexibilité vraiment que comme une voiture qui charge et décharge pour éviter cette double taxe. Maintenant, quelles politiques peuvent faciliter l'adoption de recharge bidirectionnelle? Donc, avoir des dispositifs d'expérimentation réglementaire, surtout pour des projets pilotes, pour essayer, tester les technologies, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, voir ce qui est plus optimal, voir comment les acteurs interagissent, comment faciliter pardon, cette interaction euh, pour dériver des tarifs qui sont intéressants pour tout le monde, des business models, enfin, l'expérimentation réglementaire peut vraiment aider tous les acteurs à créer un dispositif euh, qui fonctionne dans une situation réelle. Bien entendu, ces dispositifs expérimentation réglementaire euh, ont certaines réglementations, mais n'ont pas toutes les charges réglementaires qui sont d'habitude opérationnelles dans un environnement de tous les jours. Un second impératif politique, c'est la normalisation de l'interconnexion. Et là, ce que je veux dire, c'est surtout l'harmonisation des normes, simplifier le processus de connexion et notification pour le matériel, hein, et pour les communications entre les acteurs, et réduire les coûts, accélérer le déploiement en masse de la technologie. Donc vraiment créer un cadre de normes qui aide au déploiement de masse de la technologie bidirectionnelle, de charge bidirectionnelle. Maintenant, aussi, comme j'ai dit, la double tarification, par exemple, l'exemple allemand, ils ont adapté leur taxation, je pense que ça commence début 2026, et qui permet du coup au marché de fonctionner sur la valeur de la flexibilité de l'énergie fournie et pas sur, euh, et qui n'est plus taxé et sur la recharge et sur la décharge. Donc cette double taxation est donc supprimée et, euh, et ça va rentrer en vigueur bientôt. Donc ça, c'est aussi quelque chose, une politique importante à réduire pour augmenter l'adoption de la recharge bidirectionnelle. Maintenant, je vais conclure avec deux exemples de projets pilotes. Le premier, c'est aux Pays-Bas, à Utrecht, et le projet s'appelle Energized. Et le but du projet, c'est de faire de Utrecht la première ville avec un projet de recharge bidirectionnelle à grande échelle. Donc là, il y a différents participants. Il y a la municipalité d'Utrecht, mais il y a aussi le groupe Renault. Euh, alors, il y a un opérateur de borne de recharge WeDrive Solar et un opérateur d'autopartage MyWheels. Et ils vont utiliser les véhicules d'autopartage euh, pour augmenter leur capacité de flexibilité et du coup de mieux pouvoir répondre aux pics de demande. Et en soi, c'est un cas qui est assez intéressant parce que comparé aux ménages qui rentrent le soir et qui démarrent le matin et qui ont leur pic de consommation pour les véhicules électriques à ces moments-là, non, ces véhicules, ils sont plutôt utilisés ad hoc et donc peuvent être rechargés, par exemple, durant la journée plus facilement, hein. Euh, Maintenant, il y a 50 véhicules Renault 5 qui ont été déployés, mais ils prévoient
déployer 500 au total, et ce qui correspondrait à 5 mégawatts de capacité de flexibilité. Donc ça peut déjà absorber un grand nombre, une grande demande du réseau et pouvoir délivrer ensuite cette énergie plus tard si nécessaire, lorsque les véhicules sont moins employés et où la demande des ménages est un peu plus grande. Et ensuite, ça c'est un V2G Açores, c'est un projet dans les Açores où j'ai eu le plaisir de pouvoir visiter les installations. Et les Açores se situent au milieu de l'Atlantique. Et du coup, chaque île est un micro-réseau indépendant, déconnecté du continent, et les îles ne sont pas non plus reliées avec des réseaux électriques entre eux. Donc, c'est tous des réseaux indépendants, et c'est 9 îles au total. Et là, ils sont sur une faille tectonique. Les îles, du coup, ils ont, à côté de l'énergie solaire et éolienne, aussi un gros potentiel de géothermie. Et donc, ils ont aussi une très forte part d'énergie renouvelable sur les îles. Mm. Du coup, ils ont aussi déjà des solutions de stockage d'énergie avec des batteries à grande capacité pour optimiser l'exploitation des énergies renouvelables, mais ils sont toujours dépendants de générateurs thermiques qui utilisent des énergies fossiles pour leur réseau électrique. Et ils essayent du coup d'augmenter encore plus l'utilisation de leurs énergies renouvelables, et ils veulent démontrer qu'ils peuvent aussi stabiliser la fréquence du réseau insulaire avec la recharge bidirectionnelle. Et du coup, ils réinjectent de l'énergie lors de pics de demande où ils baissent euh, ou de baisse de production de renouvelables. Les participants au projet sont le gestionnaire du réseau, EDA, où les bornes sont installées, Nissan, hein, le groupe Nissan qui est le constructeur automobile qui participe, Galp qui est un agrégateur, NUV qui fournit le logiciel à l'agrégateur et le logiciel qui fait la connexion entre l'agrégateur et l'opérateur de borne de recharge, et qui est donc Magnum Cap. Et au total, ils ont déployé 10 Nissan Leaf, 10 bornes de recharge bidirectionnelle sur le site de EDA à l'île São Miguel. Et ils ont été capables de démontrer avec succès que la flotte pouvait assurer ce service de régulation de fréquence sur l'île et de vraiment être une valeur ajoutée. Euh, bon, ces deux présentations de projets concluent un peu ma présentation. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions.